Alors, Morvan, comme le dit Maxence, donc ça pose un peu, toutes ces questions posent un peu la question finalement, qu'est-ce que l'humain, mais aussi qu'est-ce que le vivant, hein. À partir de quand peut-on dire que quelque chose est vivant ou que quelque chose a une conscience ou que quelque chose a une morale? J'en viens à la première question qui nous est posée par Russ, qui nous dit, si les robots, vus comme des armes létales autonomes, devaient faire un choix, il faudrait intégrer l'idée de bien et de mal. Est-ce que des gens hiérarchiquement haut placés considèrent que le robot peut avoir pas seulement l'intelligence, mais aussi plus d'éthique que l'homme? Alors, moi, Vansalès, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais évidemment, effectivement, ça pose la question, parce qu'il n'y a pas que l'intelligence, il y a aussi l'éthique, la morale, qui est propre à l'humain. Oui. Euh, je voudrais juste rebondir sur ce que disait Maxence par rapport à, c'est très intéressant, le fait que des démarches scientifiques comme celle de construire des robots puissent puiser différemment dans différentes cultures. Et autant c'est très intéressant la façon dont Maxence perçoit le lien avec la façon de penser orientale. Et je pense que, par exemple, en Occident, on est beaucoup plus dans cette tendance qui est déjà très ancienne de chercher à dupliquer ce que fait la nature, à reproduire ses lois, à reproduire le vivant. Et on le voit bien d'ailleurs dans aussi la course au génie génétique, Mhm. le fait de faire des automates, c'est aussi ce fantasme de devenir Dieu et de se Tout à fait. substituer, y compris de faire euh, jaillir l'intelligence. Et en Occident, on confond souvent intelligence et conscience. Quand on entend Stephen Hawking dire, par exemple, que notre conscience a un sens du temps parce que notre cerveau est une machine thermodynamique qui donc suit la flèche du temps et que parce que voilà, il voit ça de manière très matérialiste. Et, à aucun moment il y a la distinction entre conscience et intelligence. C'est vraiment deux choses interchangeables dans le discours de beaucoup de scientifiques occidentaux, alors qu'évidemment, dans une pensée orientale où il y a beaucoup plus de nuances entre le Sheng, le Shi, la pensée, la conscience et l'aspect multidimensionnel de la conscience, qui n'appartient pas forcément à cet espace-temps, où s'inscrit la matière et ses lois, on a effectivement une toute autre approche. Et alors les questions de morale, elles y sont reliées parce que on peut faire un ordinateur ou un robot qui est capable d'avoir des algorithmes permettant de processer l'information comme un cerveau humain, mais effectivement, si on n'a pas modélisé la conscience, et personne pour l'instant n'a modélisé la conscience, on ne sait pas où ça se trouve, même si certains justement pensent qu'elle est dans la matière du cerveau d'une certaine façon. C'est une interprétation matérialiste. Moi personnellement, j'y adhère pas, mais il y a des gens qui y adhèrent. C'est très très dépendant de la culture, c'est très très dépendant, encore une fois, d'un paradigme qui va au-delà du paradigme sur l'univers, le cosmos, rempli d'énergie et de matière depuis le Big Bang, mais qui inclut la conscience. Alors cette question, est-ce que effectivement c'est quelque chose d'universel? euh, Le lien, l'articulation entre intelligence et conscience, entre matière et conscience, entre vie et conscience, c'est quelque chose qui est fondamental. Enfin voilà, c'est les questions du retour à la source de Mircea Eliade, c'est les questions de trouver du sens hein, à la vie et à l'évolution. Mhm. Donc la morale, ça s'inscrit là-dedans, et je pense que euh, on est obligé de vraiment poser les choses à plat et de se demander si on a vraiment pris en compte tous les ingrédients dans le Tout à fait. questionnement. Tout à fait. Sinon, on apporte des réponses qui seront partielles et qui peuvent avoir des conséquences en termes de choix de société très 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 lourds. Alors justement, on a Charles qui nous demande, Morvan, quelle place occupe la spiritualité dans vos recherches professionnelles? Ah, euh, c'est une question difficile. Alors, d'abord, ma première réponse serait de dire qu'a priori, on peut avoir une démarche scientifique, quelle que soit sa spiritualité. D'ailleurs, certains très grands scientifiques n'ont pas vraiment de démarche spirituelle, d'autres en ont, d'autres sont catholiques, d'autres sont bouddhistes, enfin, tout ce qu'ils veulent.
Ce sont vraiment deux choses qui peuvent ne pas interférer. D'ailleurs, je parlais de l'abbé Lemaitre tout à l'heure, qui est l'inventeur du Big Bang, qui a quand même été, qui a présidé l'Assemblée scientifique du Vatican, donc à très haut niveau, mais il a toujours séparé la doctrine et la spiritualité et la religion de la démarche scientifique, qui est dans un cadre très particulier, avec des lois, avec des modalités rationnelles. On se base sur l'expérience, on modélise, on utilise l'outil mathématique quand on peut. C'est quelque chose de très différent. Je dis souvent que la démarche, on a quand même deux outils formidables dans notre, j'allais dire dans notre cerveau, dans notre psyché. On a une démarche rationnelle et on a aussi notre conscience spirituelle, notre intuition. Ce sont deux choses vraiment différentes. Ils sont deux accès totalement différents d'accès à la connaissance, à un savoir, mais par des biais très différents, qui ne s'opposent pas, qui à mon avis peuvent se compléter. Alors ça, c'est peut-être la réponse à la question de Charles. C'est, je pense que ça peut s'enrichir mutuellement. Je pense qu'autant avoir c'est comme avoir deux pieds pour avancer. Hein. On a moins de risque de trébucher, de se retrouver par terre. Avoir un esprit rationnel qui est sain permet de pas tomber dans la crédulité, de pas tomber dans la superstition, dans des pièges de ce genre. Mais ça ne doit pas non plus empêcher de vivre l'autre aspect, qui est une démarche intuitive où on accepte d'accueillir en soi de l'information par des biais qui sont par définition irrationnels, mais qui peuvent nourrir l'autre. Beaucoup de scientifiques ont fait des grandes découvertes au cours de rêves, ou à travers des étincelles qui ne s'expliquent absolument pas causalement par une démarche rationnelle, pas par la logique. C'est autre chose. Donc je pense que le mieux c'est d'avoir les deux qui fonctionnent, convenablement nourris et capables de s'aider mutuellement, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut avoir des bonnes intuitions pour chercher dans la bonne direction ou pour faire une découverte que par la seule logique. Et la question intéressante, est-ce que l'intelligence artificielle sera capable de ce type de découverte? Ah voilà, je sais. Alors, on va trouver l'intelligence artificielle capable d'intuition. Pour compléter les réflexions de Morvan et puis les deux questions qui viennent de nous être posées, le champ de l'intelligence artificielle, ou en tout cas le champ de l'autrui robotique, de l'être artificiel produit par l'homme, sera bien sûr continuer à être abordé au sein de la revue. Et on a justement un sujet là-dessus qui arrivera dans un prochain numéro sur la fameuse question, ou en tout cas cette peur sous-jacente qui va être brandie par certains, qui est la perspective que les robots soient plus intelligents que les hommes le moment venu, et donc derrière il y a cette idée qu'on serait dépassé. Du coup il y a une peur d'être en danger par rapport à ce dépassement. Donc c'est le but affiché en tout cas de certains directeurs de programmes de recherche qui justement expriment même le désir et l'envie d'avoir une intelligence. Oui, mais ça, c'est effectivement, c'est une dérive prométhéenne, c'est de l'oubris, c'est-à-dire de la tentation de la démesure. C'est le mythe d'Icare. Voilà, on va de plus en plus haut, et en allant, on va tellement haut qu'à un moment donné, ça se retourne contre notre instinct, notre sens de la conservation et notre intérêt personnel, quoi, ou intérêt au niveau de l'espèce. Il y a aussi bien sûr les mêmes questionnements autour. La question n'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. La question, c'est juste ces questionnements-là, qu'on peut appeler ça des peurs irrationnelles ou irraisonnées, comme on peut appeler ça des formulations emplies de sagesse, se posent également dans le domaine des nanotechnologies, se posent également bien sûr du côté du domaine des manipulations génétiques, puisque les manipulations génétiques et les OGM sont des nanotechnologies appliquées aux briques de base du vivant que sont les gènes, etc., etc. Donc, mais sur la question des robots et de l'éthique et des questions du bien, du mal, du supérieur, de l'inférieur, deux éléments de réponse en étant très, très brefs sur chacun. Le premier, ce qu'il faut bien avoir en tête au niveau des raisons historiques, on pourrait parler de matérialisme historique, des raisons ou de réelle économie pragmatiques qui sont derrière le développement des questions économiques.
C'est parce qu'en fait, les états-majors américains sont confrontés au fait d'avoir une augmentation du nombre de blessures graves, c'est-à-dire d'amputation de bras ou de jambes, au niveau des militaires humains, faits de chair et de sang, qui sont présents sur les zones de conflit. Donc, avoir des robots, ça coûte moins cher que d'avoir un humain à qui on non pas qu'un humain qu'on va déployer sur une zone de conflit. Non, ça coûte beaucoup moins cher qu'avoir un humain à qui on doit reverser des pensions d'invalidité pour le reste de sa vie. Oui, tout à fait. C'est d'abord des considérations économiques qui, depuis 15 ans, ou en tout cas à l'origine de ces travaux de recherche-là, sont à l'origine, la cause, la raison, mise en avant, je dis bien mise en avant, du développement de ce type de recherche. Simple, net. Deuxièmement, une anecdote qui en dit long sur la possible, ou en tout cas la croyance dans la supériorité d'une machine parfaite et idéale par rapport à l'être humain, et donc susceptible de lui être supérieur parce que lui pourrait être programmé et donc obéissant et être donc un serviteur zélé et surtout dépourvu de tout affect pouvant faire qu'il va déroger aux ordres qu'on va lui donner. En fait, ça se passe pas comme ça dans le réel, parce que le réel, c'est un système ouvert, et donc du côté des machines et des ordinateurs, il y a un phénomène qui existe, qui s'appelle le bug. Okay. Et donc le bug, c'est arrivé encore tout récemment, enfin il y a 3 ans, lors d'un test de robot autonome sur un terrain militaire expérimental aux États-Unis, où donc il y avait un robot déployé avec une escouade de soldats humains, fait de chair et de sang, au sein de l'équipe, et sauf que le robot s'est comporté de façon imprévue. On ne sait pas ce qu'il a fait. Ce qui est certain, c'est que ça a créé une sorte d'affolement général et de grand flottement. Enfin, il y a eu un flottement pendant quelques secondes, mais derrière, c'était un grand affolement général avec déconnexion immédiate du robot parce qu'il a fait quelque chose d'imprévu. Donc, on voit très bien philosophiquement, pour ceux qui vont être sensibles aux mots, comment la frontière est très ténue entre autonomie et imprévisibilité. Le robot fait quelque chose d'imprévu, ça déclenche la panique du côté des personnes qui sont censées côtoyer le robot ou qui sont à l'origine du déploiement du robot sur le champ de bataille. Est-ce qu'il a fait quelque chose d'imprévu, c'est-à-dire d'armer son fusil ou d'armer son arme susceptible de tirer parce qu'il était en situation et il a estimé que? Est-ce que c'était un bug, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire parce que ça n'était pas dans sa programmation à ce moment-là? Peu importe. Tout ceci montre bien que nous sommes dans des systèmes ouverts. Comme ce sont des systèmes ouverts, la complexité relative à ces problèmes, le contrôle de la complexité que nous pouvons avoir est une illusion, et il se passera toujours des choses qui vont nous surprendre. Et c'est en ce sens-là que le réel est fantastique et que le réel est merveilleux. Et c'est en ce sens-là qu'effectivement, on peut parler de réalisme fantastique dans la lignée de la pensée planète d'il y a 50 ans. C'est que lorsqu'on regarde les choses telles qu'elles se présentent, il y a toujours des choses qui vont faire que le monde va être beaucoup plus ouvert et donc source de surprise et donc éventuellement source d'enseignement que ce que l'on peut croire a priori. Et alors, et de la même façon, on va avoir Donc vous, parce que c'est une question qui nous est posée à l'instant, donc vous, les recherches finalement de Google et toutes les recherches sur le transhumanisme, ou par exemple quand certains philosophes, comme par exemple Jean-Michel Truong dit après Auschwitz, il n'est plus possible de trouver désirable un futur à visage humain, qu'après l'homme, ce soit encore l'homme, voilà en vérité le comble du désespoir, donc qui appelle vraiment à une suppression de l'humanité pour arriver à un post-humanisme. Donc vous, ça vous fait pas peur? Non, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut se fabriquer des conditions pour être dans des... Puisque si les choses sont incontrôlables et imprévisibles, ça veut dire que c'est exactement ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, quand on a des faits divers de gamins de 5 ans qui se retrouvent à avoir une arme entre les mains et qui tuent quelqu'un sans le faire exprès. C'est-à-dire, quelles sont les conditions que l'on met? Quelles sont les conditions initiales? Est-ce qu'on fabrique une poudrière? Est-ce qu'on fabrique des situations dangereuses ou susceptibles de partir en vrille ou en tout cas d'être source de grands déséquilibres? Ou est-ce qu'au contraire, on fabrique des conditions de l'harmonie, on fabrique les conditions de ce qu'on peut appeler dans d'autres registres la culture de la paix? Que cherche-t-on à poser? Et là, effectivement, c'est là où on rentre après sur un autre niveau, un autre registre, et qui peut-être répond partiellement à une question que tu as pu poser ou que vous avez pu poser il y a quelques minutes avec des personnes du public, de l'assistance. Qu'est-ce qui va être conscient ou inconscient dans notre fonctionnement?
C'est-à-dire que moins nous sommes conscients de ce que nous faisons, moins nous sommes conscients des limites de notre connaissance ou des limites des fonctionnements de notre psyché, c'est-à-dire moins nous sommes en pleine conscience de nos pulsions de mort, par exemple, oui, ou de nos pulsions de vie, ou simplement, en tout cas, de l'échelle dans laquelle on se situe, de l'ordre de grandeur dans lequel on se situe. Un être humain qui fait 1m70 ou 1m80 de hauteur, ça n'est pas un être vivant qui fait 5 mètres de hauteur. Okay. Donc, nous sommes à une certaine échelle, dans notre psyché, dans notre pensée, comme dans nos dimensions de chair et de sang. Et plus nous sommes en pleine conscience par rapport à tout cela, plus automatiquement nous pouvons être dans une relation saine et nette et directe avec l'environnement. Alors que si nous sommes, je parle notamment mus par des questions inconscientes, qu'on appelle ça névrose, qu'on appelle ça inconscience, qu'on appelle ça, enfin tout ce qui est de l'ordre des conditionnements que l'on a acquis et dont nous n'avons pas conscience que nous sommes joués par ces conditionnements-là, plus nous ne sommes pas nous-mêmes, mais nous sommes dans une forme d'aliénation. Ben, est-ce que vous n'avez pas l'impression, justement, quand on regarde l'actualité, et les tensions, la crise économique, etc., on ne va pas faire la liste, est-ce que vous n'avez pas l'impression que notre niveau de réalisation technologique est beaucoup trop haut par rapport à notre conscience, ou à notre sagesse, ou à notre désir de paix et d'harmonie? Je pense qu'en fait, on a un développement technologique. Notre vision du développement technologique est biaisée. Nous sommes dans une culture plutôt matérialiste, et donc nous allons plutôt appréhender les technologies, et c'est ce que les recherches en cours cherchent à mettre en œuvre, bien sûr, de façon matérialiste. Alors qu'on peut tout à fait envisager que les savoir-faire orientaux sont des technologies, mais des technologies d'ordre cognitif. Et en tout cas, parmi les choses qui m'animent aujourd'hui et qui vont faire que, au sein de la revue Orbs, on cherche à rassembler ces disciplines, à proposer un contenu transdisciplinaire, à être dans une vision cosmopolite et à être aussi avec une équipe, un équipage d'auteurs, hommes, femmes, littéraires, artistes, scientifiques, anthropologues qui contribuent à la revue, c'est que nous sommes, si on rassemble les savoirs qui viennent des différentes disciplines existant à notre époque, si on relie ensemble les connaissances, si donc on fait œuvre de reliance quelque part, à travers cet objet qu'est la revue, nous sommes dans des conditions d'une nouvelle renaissance. Et ça, pour moi, c'est une évidence. C'est une croyance, mais c'est une évidence à la lumière des indices qu'on peut collecter autour de nous. Et comme les prophéties transhumanistes sont de l'ordre du fantasme, sont de l'ordre de la projection, et ça n'empêche pas que ce fantasme et cette projection, on va chercher à la rendre réelle, on va chercher à la concrétiser, on va chercher à la réaliser. Mais c'est sûr que, enfin selon moi, je pense, si on s'appuie sur des présupposés qui sont biaisés, on obtient des résultats finaux, soit qui sont biaisés, soit qui vont s'effondrer comme des châteaux de cartes. Morvan, oui. Votre opinion, est-ce que vous avez peur, vous, des prophéties transhumanistes, des recherches faites à Google et de cette volonté chez certains, en tout cas, de dépasser, voire d'éliminer complètement l'être humain? Je pense encore une fois que ce qui pose problème, c'est le cadre et l'intention dans laquelle tout ça est fait, et ça rejoint la question de tout à l'heure sur l'utilisation à la fois de la démarche rationnelle et de la spiritualité. Si les deux ne cohabitent pas, on arrive à quoi là? En fait, on arrive à une fuite en avant, une fascination de la technologie pour la technologie, que l'Occident a largement propagé un peu à toute la planète, et qui a des conséquences assez désastreuses. On développe des tas d'OGM, par exemple, pour ajouter du bêta-carotène artificiellement dans des bananes, alors qu'il y a des variétés de bananes qui existent en Nouvelle-Guinée qui ont ce bêta-carotène. Donc, au lieu de s'intéresser à ce qui est autour de nous, ce que la nature déjà nous offre, ou d'un travail sur soi, parce que c'est là que je veux en venir, on préfère vraiment cette fuite en avant, trouver des parades technologiques aux conséquences du tout technologique. Alors on va réfléchir à comment créer des
cités en orbite ou des colonies sur Mars parce qu'on au lieu d'essayer de résoudre le problème ici. Enfin, c'est un état d'esprit qui découle d'une vision très matérialiste des choses, où il n'y a de salut que dans la technologie. Alors évidemment, pour se guérir, pour réparer des bras, on pense à la technologie et on pense au transhumanisme et à cette quête d'immortalité exclusivement en ces termes. Et encore une fois, j'aurais beaucoup parlé d'Aimé Michel là ce soir, mais en fait c'est tout à fait le genre de thématiques sur lesquelles il avait une pensée très en avance. Pour lui, il y a des signes aujourd'hui dans notre humanité que l'humanité est à l'aube d'une métamorphose, c'est évident, et qu'un nouvel être humain est indispensable. Et on le sent tous, ça, que le monde est trop petit, que notre humanité a besoin de se transformer pour aller vers autre chose. Et le paradoxe de Fermi, d'ailleurs, est clair, ça. Hein, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il va y avoir après l'humain? Et est-ce que la réflexion sur ce qui peut se passer à l'échelle de la galaxie et de l'univers peut nous éclairer sur notre devenir? Bon, cette mutation de l'humain, elle est évidente. On la ressent, il y a des signes. Mais tant qu'elle est confisquée par une vision très matérialiste qui utilise l'outil technologique avec une sorte de méracide tyrannique, hein, comme on peut le dire, on risque de passer à côté de très belles opportunités d'avoir la vraie transformation qui serait la plus bénéfique pour lui, qui est aussi une transformation intérieure, qui passe aussi par la spiritualité, qui passe par le travail sur soi. Et bon, oui, on peut réparer des bras avec des prothèses robotisées, mais on peut peut-être s'intéresser aux cas de mysticisme qui ont été de guérison miraculeuse qu'on ne comprend toujours pas, et on peut les évacuer d'un revers de main, s'interroger là-dessus. Déjà dans les années 20, l'écrivain Bernanos disait que dans les années 20-30, quoi, donc c'est dire, que dirait-il maintenant? Il disait finalement ces avancées technologiques n'ont qu'un seul but, c'est nous empêcher d'avoir une vie intérieure. Donc, on est un peu là dans ce que vous dites, quoi. Ça peut être un danger lorsque c'est excessif, et c'est un déséquilibre qui est inquiétant parce qu'on en voit depuis déjà des décennies les dégâts énorme, et on ne voit d'issue, on ne nous présente d'issue que dans la fuite en avant. Il y a effectivement un cadre qui est suggéré, qui est poussé, qui est implémenté, on est dans de la propaganda, on est dans de l'influence diffuse, qui est que la solution est extérieure. Et donc on va chercher une solution à l'extérieur. Donc alors que à nouveau, si on reprend l'exemple de la santé, si on reprend même la question de la tranquillité en soi, le travail sur soi qu'évoquait Morvan, on peut voir les choses autrement en étant dans une espèce d'obsession d'aller chercher à l'extérieur la solution, c'est-à-dire on va dire l'opportunité salvatrice. Hein, voilà. Qu'est-ce que vous pensez du concept fort développé par Pierre Rabhi et aussi tout récemment dans l'encyclique du pape François de sobriété heureuse? Ben je connais bien Pierre Rabhi, et je pense que sa démarche est une démarche de grande sagesse. On a souvent présenté les agroécologistes comme des gens qui s'accrochaient au passé, mais c'est faux. L'agroécologie est quelque chose de très moderne. C'est toute une branche de la biologie qu'on commence à peine à aborder, qui est très complexe parce qu'elle implique beaucoup de la complexité des systèmes, des écosystèmes, les interactions, la diversité. Ce sont des pans entiers qui ont été quasiment absents de la formation et de la recherche en agronomie en France, par exemple, toujours parce qu'on était sur ce grand boulevard du tout chimique, du tout mécanique. Il a, dès les années 50, de manière très en avance, avec beaucoup de vision, il a alerté sur le fait qu'il y avait une autre voie d'avenir qui doit être compatible avec les autres.
Euh, on est dans un monde, à cause de cette, en partie justement à cause de ce paradigme qui d'une part est matérialiste. Il faut définir, faire une émission entière pour parler de ce que c'est que le matérialisme. Mais disons, cette séparation, comme disait Maxence, entre l'intérieur et l'extérieur, entre le subjectif et l'objectif, qui est propre à notre société, c'est quelque chose qui s'est fait progressivement au cours des siècles, depuis la pensée d'Aristote, petit à petit, vers une séparation toujours croissante entre le monde intérieur, le monde de la psyché et le monde des faits accessibles par le biais des sens, donc extérieur entre guillemets à nous. Et cette séparation est devenue telle que on a un vrai mur de Berlin entre les deux. Alors, il y a des failles, il y a des indices qu'il y a des fractures dans ce mur, certaines conséquences de la physique quantique et d'autres domaines que la science étudie peuvent indiquer qu'il va peut-être y avoir besoin enfin de casser ce mur. Mais tant qu'on est dans cette dichotomie, on est dans un système qui est pas viable, qui est hors équilibre. Enfin, on sera toujours un fuite en avant et on sera toujours hors équilibre. La sobriété heureuse, c'est revenir à une position d'équilibre avec quelque chose qui devrait être présent en toute chose, c'est le respect. Le respect de soi, le respect des autres, le respect de la planète dont on a hérité. Et on peut se poser, je voudrais juste revenir au paradoxe de Fermi, par rapport à cette question du silence, on peut se demander s'il n'y a pas aussi une éthique universelle qui tient justement au respect au respect de l'évolution de chacun, et que ça pourrait pas être une explication au silence aussi. Le libre arbitre. Nous laisser vivre notre expérience, faire nos erreurs et réaliser que si nous propulser dans une connaissance avant qu'on ait fait le chemin nécessaire ne serait catastrophique. Ce serait l'équivalent d'un asservissement. Tout à fait. Ce serait tuer le libre arbitre aussi collectif. Maxence, la sobriété heureuse peut être une voie pour changer globalement la société? Oui, bien sûr. Ça, dès qu'on s'intéresse un petit peu au bilan et aux enseignements de l'état du monde ou des constats que nous sommes en mesure de faire, et donc aussi des propositions de gouvernance qui vont de pair avec ces constats à la lumière des différentes disciplines, des fameuses multiples et complémentaires crises systémiques auxquelles nous sommes confrontés, que cela concerne la biodiversité, que cela concerne l'eau, que cela concerne l'alimentation, que cela concerne l'énergie, enfin bref, on a sur les 7 ou 8 grandes dimensions, macro-dimensions qui ont été identifiées, on en a 6 ou 7 qui sont entre rouge et on en a 6 qui sont entre rouge et orangé vif, quoi, autour de nous actuellement là depuis, puisque évidemment tout va de plus en plus vite, donc les phénomènes s'amplifient, s'auto-amplifient. On est vraiment sur on est dans des configurations de type boucle rétroactive où le plus tard on agit et le moins on fait, le plus vite le business as usual, le scénario tendanciel, nous arrive en pleine figure. Et ça, c'est un point sur lequel je voulais effectivement éclairer ou rebondir, c'est les vertus de la crise ou les vertus de l'accident. C'est-à-dire, quand on parlait tout à l'heure, est-ce que la technologie peut être un élément de conscience, ou qu'en est-il des recherches autour des robots et de Google et de la puissance, puisque derrière ça, rappelons quand même que on est sur des notions de puissance qui prennent le vocable de puissance computationnelle, mais on est sur des logiques de puissance. Donc, c'est juste la même recherche, mais qui a changé, entre guillemets, de support d'exercice. Hein. On est passé sur la computation, les technologies du calcul, donc qui sont en train de traiter des données, d'aborder les problèmes comme étant des suites logiques à traiter, à des données à assimiler et à combiner entre elles. Et puis donc, plus on va pouvoir en appréhender à la fois, plus on va être en mesure de comprendre le monde et plus on va être en mesure de pouvoir s'orienter dans ce monde, voire de pouvoir contrôler ce monde. Hein. C'est ça qui est un petit peu derrière en termes de rationalité. Mais bref, ce qui est sûr, c'est que l'accident, et notamment les accidents de la vie, si on bascule au niveau individuel, les accidents sont source de prise de conscience. Le choc est source de prise de conscience. Ou en tout cas, on peut appeler ça le choc salutaire, mais en tout cas, voilà, quelque chose se passe qui va briser cette chose dont on avait
ce voile qui faisait qu'on n'avait pas conscience de quelque chose. Donc, il y a des vertus positives à la crise et il y a un enseignement lié à l'accident. Mais par rapport à cela, c'est là où les sagesses, qu'elles soient premières ou contemporaines, vont être intéressantes. La conscience, la sagesse peut nous inviter à éviter l'accident, peut nous inviter peut-être à prendre conscience, on peut appeler ça le risque systémique, ou en tout cas des échéances qui se profilent à nous avant que ça arrive. L'intention est évidemment primordiale. Voilà. Oui, mais ce mouvement-là, on le voit très bien comment ce changement de paradigme ou cette évolution du paradigme se déroule dans un champ de notre réalité qui est important. Il représente quasiment 10 ou 15% du PIB tel qu'on le calcule aujourd'hui, qui est celui de la santé, où on passe d'une médecine curative à une médecine préventive. Et avec cette approche de la médecine préventive, on a quelque chose qui va de pair, ou en tout cas qui s'impose comme allant de pair, c'est la médecine personnalisée. Et donc, après, on peut, cette médecine préventive et personnalisée, on peut chercher à, puisque par rapport à cette prise de conscience de comment fonctionne le monde à un certain niveau, qui est celui du corps et de la santé, on peut chercher à adopter des tactiques et des stratégies qui vont chercher à contrôler les choses. On peut, au contraire, avoir une approche probabiliste, on pourrait dire quantique, un état superposé, un état indéterminé, qui va être, par rapport aux potentiels qui sont là, poser des conditions, poser une intention, être dans une observation créatrice, qui va plutôt fabriquer une certaine réalité plutôt qu'une autre. Okay ? Donc on voit très bien qu'on a, en fonction de notre degré de conscience ou de notre niveau de conscience, des possibilités d'action à notre échelle. Mais cette histoire, pourquoi je parlais de ce glissement d'une médecine curative à une médecine préventive, c'est que le fait d'avoir conscience, on n'est plus en train de traiter, de chercher des solutions au problème une fois qu'il est là, on est plutôt en train d'essayer d'éviter que le problème arrive parce qu'on a conscience qu'un problème puisse arriver. Et c'est ça qui est avec la proposition, par exemple, de sobriété heureuse, que nous propose Pierre Rabhi, mais il y a d'autres penseurs qui nous proposent aussi leur propre expression depuis 30, 40 ans, voire auparavant. Hildegard de Bingen, par exemple, à sa manière, était effectivement une personne visionnaire. Léonard de Vinci, c'est la même chose. Il est à la fois pionnier par rapport à l'approche militaire et simultanément, c'est un pionnier naturaliste dans l'observation de la nature et comment cette observation, entre guillemets, contemplative, méditative de la nature, donc ce regard que l'on va avoir sur la nature et la façon dont la nature est en mesure d'entrer en nous et de modifier des choses en nous, et donc d'ouvrir notre conscience comme peut s'ouvrir une fleur, comme une fleur peut s'épanouir en fonction des forces, des conditions de succès, d'accompagnement qui vont venir à elle. Comment donc la relation à la nature, dans une relation pacifiée à l'intérieur, hein, ça fait le lien avec des choses qu'on avait pu dire entre l'extérieur et l'intérieur, va nous faire évoluer, va nous faire regarder les choses différemment, et à partir de là, on va conduire notre action, conduire notre vie, faire œuvre de gouvernance différemment. Et c'est ça qui est derrière la proposition simple avec ces deux mots de sobriété heureuse de Pierre Rabhi, selon moi. Bah alors le changement ne viendra pas des grandes sociétés, le changement ne viendra pas de la politique non plus, le changement viendra de la population, de l'individu. Oui, c'est sûr c'est sûr qu'il y a des, là aussi, hein, même en sciences politiques, tout est en grand chamboulement, en grande rénovation. C'est le tumulte dans toutes les dimensions et la façon dont l'individu, ou en tout cas dont la somme des individus, je me souviens d'ouvrages il y a une dizaine d'années qui parlaient de foule silencieuse ou d'intelligence de la foule. La vision que nous participons à notre échelle, quelle qu'elle soit, que ce soit à l'échelle cellulaire, à l'échelle individuelle ou à l'échelle d'une société et d'un groupe, d'un ensemble plus vaste, et que nos actions contribuent au devenir de l'ensemble, c'est ce que Pierre Rabhi va appeler l'effet colibri de son côté. Nous, à l'échelle de la revue de Orbs et des auteurs qui participent à la revue, il y a cette proposition d'être des colibris de l'information, de se faire l'écho de choses qui se déroulent, ou en tout cas de choses qui sont là et dont on n'entend pas parler, alors qu'elles nous semblent fondamentales par rapport à la façon d'aborder, d'appréhender notre époque contemporaine. Sur la question des non-humains, par exemple, on a
parlé pas mal des robots, mais il y a quelque chose de fondamental qui s'est déroulé ces dernières années en Amérique latine, c'est la façon dont l'ordre juridique, la façon d'envisager les lois se sont ouvertes aux êtres de la nature et aux êtres invisibles présents dans l'environnement. Et comment Sébastien, tu pourras le relater toi-même, comment on a cette histoire absolument incroyable et pourtant qui est réelle, que nous relatent donc des anthropologues de l'université de Clermont-Ferrand, qui passent 6 mois par an en Amérique latine pour suivre ça du côté de la Bolivie et de l'Équateur, comment une rivière a gagné son procès par rapport aux gens qui l'a polluée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des refontes constitutionnelles qui ont intégré des visions du monde où les êtres de la nature, des consciences présentes dans la forêt, des consciences présentes dans une rivière sont considérées en tant que telles et ne sont pas considérées comme objets de droit, mais sont considérées comme sujets de droit. On a la même chose en Islande aussi, si je ne m'abuse. Donc voilà, le monde est beaucoup moins monolithiquement figé que ce qu'on peut le croire par rapport à ce que l'on peut croire facilement ou spontanément à la lumière des infos un petit peu dangereuses ou en tout cas alarmistes qui viennent jusqu'à nous. Il se passe quantité de choses et quantité de choses qui au contraire restaurent quelque chose en nous, qui au contraire nous remettent en chemin dans un chemin de responsabilité individuelle ou en tout cas de conscience et de responsabilité. Et plus nous allons être nombreux à être dans ces niveaux de conscience et de responsabilité, plus effectivement la société qui est le résultat, le fruit de ce que nous faisons tous ensemble, ou de ce que nous refusons de faire tous ensemble, sera différente. Et dans ce moment-là, nous ne serons pas joués par des forces extérieures qui nous pilotent, qui nous aliènent ou qui nous déterminent, mais nous allons nous réapproprier la capacité à œuvrer dans le sens où nous l'entendons. Et ces phrases-là un petit peu génériques, elles s'appliquent par exemple, clairement, simplement au fait de cultiver son jardin et de faire un potager. Le fait de se réapproprier la capacité à produire de l'aliment de proximité de façon indépendante des grandes chaînes de distribution, c'est un acte subversif en lui-même. Tout à fait. Et pourtant, c'est un acte de base, qu'on appelle ça insurrection des consciences, qu'on appelle ça sobriété heureuse ou effet colibri. Morvan, oui. Juste par rapport à ça, je voulais dire que il y a quelques années, je me suis beaucoup impliqué dans les mouvements des AMAP, qui sont ces associations qui regroupent des consommateurs autour d'agriculteurs. Et c'est vrai qu'on voit que lorsqu'on est dans cette démarche-là, comme dit Maxence, de se réapproprier l'accès à la terre, l'accès à la nourriture, alors, ce sont des actes politiques forts. Et surtout, ce sont tout d'un coup des laboratoires d'expérimentation, j'ai envie de dire, de politique au niveau citoyen, au niveau des individus, mais qui a un effet vraiment contagion étonnant. Donc, ces phénomènes de résonance dont parlait Maxence, on les voit vraiment à l'œuvre quand tous les gens qui sont dans des associations de ce genre le voient. Il y a une créativité débordante, les gens sont pleins d'idées, et il y a vraiment des effets de contagion qui sont difficilement même explicables en termes mécaniques, c'est-à-dire que lorsque ces actions, ces initiatives, cette créativité est mise en mouvement, et il y a d'autres choses à des niveaux supérieurs d'organisation, de hiérarchie, de groupe, qui bougent avec. Hein, c'est presque un peu comme ce que connaissent les psychologues, hein, quand on peut commencer à bouger quelque chose il y a d'autres choses qui bougent par ailleurs, et c'est assez mystérieux, mais je crois qu'effectivement ce sont des leviers sur lesquels il faut vraiment jouer pour faire évoluer la société. Il y a toutes les ressources, on a tout ce dont on a besoin. Tout à fait. Alors, Morvan, pour terminer, je voulais vous demander quels sont vos projets pour le moment, écriture ou réalisation ou autre. Actuellement, j'écris un roman et je suis en train de terminer l'enregistrement d'un album avec mon groupe qui s'appelle Maya Reels. On va le sortir à la rentrée. Ok. Et un roman qui notamment parle de transhumanisme. Qui parle de transhumanisme. Ah, entre autres, voilà. Et de certaines choses dans l'histoire. Bah voilà, on était bien dans le thème alors c'est ça. Bah justement, puisqu'on en parle, je voulais encore vous poser une question. On avait parlé, enfin vous avez parlé tout à l'heure de l'inspiration qui venait parfois aux scientifiques, parfois au travers des rêves, etc. À votre avis, vu que vous qui êtes sur les deux tableaux, l'inspiration artistique, on peut comparer ça à l'inspiration des scientifiques? Est-ce que c'est le même type de phénomène? C'est très intéressant. Il y a vraiment des choses semblables et il y a des vraies différences. Je
Je sais pas si on a quelques minutes, ça va pas être Deux, facile trois. dans 2 ou 3. C'est un vrai sujet en soi. Euh, non, ce sont vraiment il y a des éléments qu'on retrouve, mais par exemple, ce qu'on retrouve toujours. Je disais que dans la démarche scientifique, on a besoin de la rationalité, de la logique, qui permet notamment euh, de valider une observation par un modèle, de faire des prédictions avec ce modèle, de vérifier si d'autres expériences ultérieures vérifient les prédictions du modèle. Donc ça, c'est vraiment une démarche de logique qui est aussi carrée que sont les lois de la nature. Mais il y a aussi l'intuition. L'intuition, c'est ce qui permet à ce fonctionnement-là de toujours aller plus loin et d'inventer, de trouver et de progresser si on fait du surplace. Mais il y a la même chose dans la créativité artistique, il me semble, parce qu'on a effectivement ce qu'on pourrait appeler l'inspiration, ces choses qui vous viennent, on ne sait pas trop d'où, on a des fois l'impression que ça vient pas de soi. Mais il y a aussi le travail derrière, qui fait appel aux règles de l'art, ça peut être dans le domaine de l'écriture, de la composition, voilà, on peut et on a besoin des deux. On a besoin de remettre en forme, on a besoin de ce ping-pong entre les deux pour avancer et pour créer quelque chose. Euh, Par contre, là où il y a des différences, c'est que euh, ces règles de l'art, ces règles de la composition, ces règles de l'écriture qui sont du domaine culturel, il y a sont pas totalement universelles. D'ailleurs, elles changent, elles évoluent, on les casse, elles vont être différentes d'une culture à l'autre. Et puis, soi-même, on peut, voilà, les grands génies peuvent décider de faire fi de ce qu'on leur a appris et ils font avancer les choses. Alors que la partie rationnelle de la démarche scientifique, ces outils-là on va trouver de nouveaux formalismes mathématiques, mais les lois des mathématiques vont être les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une des plages de liberté très différentes, et puis surtout, la science, comme disaient les gnostiques aux États-Unis, euh, l'univers a un envers qui est abordé par la science et un endroit qui est le domaine de la conscience, et on a l'impression que l'art parle plus de cette recherche sur soi. Et la science est plus tournée, surtout la science occidentale, elle est tournée vers une recherche de ce qui est à l'extérieur de soi, si ça a un sens, avec cette dichotomie dont je parlais tout à l'heure. Euh, voilà, et c'est intéressant justement de voir les différences, les passerelles et les liens entre les deux formes de créativité, je trouve. Merci Morvan. Maxence, je remontre une dernière fois la revue. Voilà. Le prochain numéro est prévu pour quand? Septembre. Et alors, il y aura un thème on peut Non, déjà non, il n'y a pas vraiment de thème, parce que la revue est conçue vraiment comme un bouquet de Ouais. contenu, avec des choses liées à l'art, des choses liées aux sciences humaines, des choses liées à la parapsychologie, des choses liées à l'économie. Dans chaque numéro, comme ça, on a un patchwork d'éléments issus d'un peu partout à travers le monde, mais qui ont pour point commun de cultiver une forme d'ouverture d'esprit et de nous inviter à voir les choses autrement et peut-être de façon plus large et surtout de façon beaucoup moins scindée ou avec beaucoup moins de schisme entre les choses, puisque tout est relié. Et à un moment, cette évidence qui a été, dont la dernière formulation est d'ordre scientifique, cette évidence, il est temps de la prendre au pied de la lettre et de l'exercer au quotidien dans notre façon de regarder le monde. Voilà. Donc, si tout est relié, soyons nous-mêmes dans cette reliance que Morvan a parfaitement raconté et aussi mis en œuvre de son côté à l'échelle de sa vie, en reliant entre elles des approches intuitives, artistiques, sensibles, avec des approches raisonnées, intellectuelles, mentales, pourrait-on dire. Et voilà. Et à un moment, quelque part, l'être humain où notre civilisation, notre société est en train de crever du cloisonnement et de la séparation que l'on va chercher à imposer entre les choses, d'une hyper spécialisation qui devient délétère et asphyxiante parce que on perd le lien avec le reste. Donc on perd la vision d'ensemble. Donc on perd la capacité à relier les choses entre elles. Donc on perd la capacité à donner du sens, mais surtout à donner un sens qui va autant que faire se peut chercher à intégrer les choses, à essayer d'avoir une vision globale. Et à partir du moment où on va comme ça
extrêmement focalisé et s'embarquer dans une vision extrêmement pointue d'un sujet et surtout en étant, on va dire, monomaniaque dans cette dimension-là ou dans une discipline qui veut rester, qui ne veut pas avoir de lien avec le reste, eh bien, on s'appauvrit. Cela devient, comment dire, on va commencer à se leurrer parce que on va être dans une hyper spécialisation qui fabrique un déséquilibre. Parce qu'on a perdu le lien avec les contrepoids de l'autre côté ou avec d'autres disciplines qui permettent de mettre les choses en perspective et en regard les unes à travers les autres. Et cette vision un peu prismatique, c'est effectivement celle qui est à travers la revue Orbs ou qui est aussi présente à travers le congrès Orbs qu'on a organisé l'an dernier en novembre à Orléans et que qu'on est en train d'organiser aussi pour le novembre qui vient sur Orléans. Voilà. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler. En tout cas, je vous remercie tous les deux pour cette soirée, pour ces riches réflexions qui nous accompagneront sûrement au cours des jours qui viennent. Je voudrais aussi remercier l'équipe Baglis pour cette émission et nos spectateurs toujours fidèles au rendez-vous. Merci à tous. Bonsoir. Merci. Bonne soirée.